Cette fois, plus de doute possible. La France fonce droit dans le mur. Et le plus fou, ce n'est pas nouveau. En 1993 déjà, un certain François Bayrou, à l'époque encore député, sonnait déjà l'alarme. Il disait que la dette était un poison, que l'État vivait au-dessus de ses moyens et que chaque euro emprunté aujourd'hui serait une chaîne pour nos enfants de demain. Et d'ailleurs, chacun des Français est endetté pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Chacun, bébé, adulte et personnes âgées. Et tout cela, il va falloir qu'on le rembourse et ça va être naturellement très lourd. 30 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Rien. Zéro. Les mêmes discours, les mêmes promesses, les mêmes plans de rigueur annoncés avec gravité. Malgré tout, chaque année, la dette, elle explose de plus en plus. Et aujourd'hui, Bayrou est Premier ministre. Du moins, il l'aura été, tout cela dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et ce qu'il propose, ou ce qu'il a proposé auparavant, c'était de supprimer des jours fériés. Sérieusement? Oui, voilà son plan. Travailler plus alors que tu es déjà étranglé par les impôts, par l'inflation et par la perte du pouvoir d'achat. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas les jours fériés le problème. La France compte 11 jours fériés. C'est exactement le même nombre aux États-Unis, le pays le plus riche du monde. Et accroche-toi, l'Inde, un pays qui a une croissance 10 fois plus élevée que la France, accorde à ses citoyens 21 jours fériés. Tu comprends ce que ça veut dire? Encore et encore. Et aujourd'hui, on paye. Chaque année, 57 milliards filent discrètement dans les poches des créanciers. 57 milliards. C'est plus que le budget de la police et de la justice réunis. C'est aussi plus que ce qu'on consacre à l'armée en pleine guerre en Ukraine. Et attention, ces 57 milliards, ce n'est pas pour financer des écoles, encore moins des hôpitaux, et encore moins pour améliorer ton quotidien. Loin de là. C'est juste pour payer les intérêts de la dette. En clair, de l'argent qui part en fumée, sans rien créer en échange. Ils le savaient en 1993. Mais personne n'a jamais eu le courage de s'attaquer aux vrais problèmes. Ils ne veulent pas sauver la France, ils veulent la détruire. Te transformer en esclave moderne qui bosse plus pour payer toujours plus d'intérêts aux créanciers. Voilà pourquoi cette vidéo est urgente. Parce que le pays est au bord du précipice. Et surtout parce que des solutions existent. Mais aussi parce que si on ne fait rien, ce ne sera plus la France qu'on connaît, mais une France mise sous tutelle. Alors aujourd'hui, on va décortiquer le plan secret pour sauver la France de la faillite. Un plan inspiré directement de ce qui a marché ailleurs. Argentine, Suède, Singapour. Un plan, certes, qui demande du courage politique, mais qui pourrait redresser notre pays en seulement quelques mois. Installe-toi bien parce que ce que tu vas découvrir, tu n'entendras jamais dans les JT de 20h. Chapitre 1. L'Argentine, le miracle inattendu. Remontons à 2023. L'Argentine était en train de vider son argent. 3 grands robinets ouverts. Milei est arrivé et les a fermés un par un. La pauvreté passe ainsi de 53 à 35%, 2 millions de personnes sortent de la misère, la croissance repart, on prévoit 4 à 8% attendu en 2025. Même l'UNICEF reconnaît, ça fonctionne. Et ce que tu vas voir, c'est une dinguerie. 3 gestes simples que personne n'avait osé faire avant lui. Ce qu'il a réellement fait. 3 fuites énormes qui vidaient l'Argentine de son argent. Et tu vas voir, une fois que tu vas tout comprendre, la seule chose que tu vas te demander, c'est pourquoi on le fait pas en France? Robinet numéro 1. Arrêtez de payer pour du faux. Imagine, un resto affiche un burger à 2 euros. Tout le monde se rue dessus. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'en coulisses, l'État rajoute 7 euros sur la facture. Au final, le burger vaut 9 euros. Mais toi, tu crois encore que c'est un cadeau. C'est ça que faisait l'Argentine. Des milliards dépensés pour faire croire que tout était pas cher. Mais derrière, c'est toi qui repayais. Avec tes impôts, la dette et l'inflation. Milei a pris le robinet et l'a fermé. Fini les prix maquillés. Fini les entreprises zombies sous perfusion. Oui, j'avoue, ça pique quand tu vois le vrai prix. Mais au moins, tu sais enfin la vérité. Et surtout, l'État arrête de saigner chaque mois. Le cadeau qu'on te vendait était en fait une arnaque cachée. C'était ton argent, juste déguisé. Deuxième robinet. Imagine un bus scolaire. Tu as un chauffeur, puis derrière lui, 3 contrôleurs, 4 superviseurs, 5 inspecteurs. Tous assis à l'avant. Et à l'arrière, les enfants, ils n'ont même plus de place pour s'asseoir. C'est ça l'État argentin. Trop de ministères, trop de directions, trop de chefs, des milliards gaspillés dans des salaires et dans des réunions. Milei a pris le bus et il a dit « On enlève les sièges en trop. Moins de chefs, moins de doublons. » Résultat, l'argent va enfin à ceux qui roulent vraiment le bus. Profs, soignants, policiers, services utiles. Le gaspillage massif ne se trouve pas dans les services publics. Il est dans les étages au-dessus. Robinet numéro 3. Il a remis les prix à l'endroit. Imagine que tu es au supermarché. L'État bloque le prix du lait à 1 euro. Sauf qu'en vrai, il coûte 2 euros. Résultat, les producteurs arrêtent de produire, les rayons se vident, et un matin, plus de lait du tout. Voilà ce qui se passait. Des prix truqués, fixés artificiellement. Alors certes, ça donne l'impression de protéger les gens. Mais en réalité, ça détruit tout le système. Milei a donc remis les prix à leur vrai niveau. Alors oui, je te l'accorde, ça fait mal au début. Mais au moins les rayons, ils vont se remplir à nouveau. Les producteurs reviennent,
l'économie respire enfin. Et oui, un prix truqué, c'est comme une boussole cassée. Tu crois aller sur la bonne direction alors qu'en vérité, tu vas droit dans le mur. Alors pourquoi ça marche si vite? Pense à une famille endettée. Chaque mois, elle prend un crédit pour payer ses courses, son électricité, ses sorties. Les dettes s'empilent et surtout les intérêts, ça les étouffe. Que ferait un père responsable? Premièrement, il arrête les dépenses absurdes. Deuxièmement, il simplifie sa gestion. Et troisièmement, il accepte de voir les vrais prix. C'est exactement ce qu'a fait Milei. Et du jour où tu arrêtes l'hémorragie, tu n'as plus besoin d'emprunter chaque mois. Et donc, la confiance revient, l'investissement suit, la pauvreté recule. Soyons clairs. Encore une fois, oui, ça fait très mal. Certains prix ont grimpé, certains bureaux ont fermé, mais c'était la douleur du traitement, pas celle du déclin. Alors je vais te poser une question simple. Tu préfères quoi? Rester sous anesthésie et t'enfoncer doucement? Ou encaisser la douleur une fois et guérir? Personnellement, je pense que la question est vite répondue. Alors quelles sont les leçons pour nous? 3 robinets fermés, 3 gestes de bon sens et tout un pays qui respire à nouveau. Pendant ce temps, en France, les 3 robinets coulent toujours à plein débit. Et personne n'a encore osé les fermer. Chapitre 2. Le piège français. Le trimestre 2025. Pour la première fois depuis des années, la France a détruit plus d'entreprises qu'elle n'en a créé. Imagine une ville. Chaque mois, 10 nouvelles boutiques ouvrent. Mais d'un autre côté, 15 boutiques ferment. Résultat, les rues deviennent vides, les rideaux de fer baissés remplacent les vitrines. C'est exactement ce qui se passe au niveau national. Et pendant que le tissu économique meurt, que fait l'État? Il continue de dépenser tous les jours. Plus 2,7% d'économies dépensées en 2025, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, la dette française dépasse les 3 000 milliards d'euros. Un chiffre tellement énorme que ton cerveau n'arrive même pas à l'imaginer. Alors visualise ça. 3 000 milliards, c'est comme si chaque Français, bébé compris, devait 45 000 euros demain matin. Un bébé qui vient de naître, déjà endetté. Il a même pas encore dit ses premiers mots. Mais je viens de naître. Et c'est pas juste un nombre abstrait. Des agences comme Fitch ou Moody's envisagent de classer la France dans la catégorie spéculative. Tu sais ce que ça veut dire? Que notre pays sera vu comme dangereux à prêter, que les taux d'intérêt vont exploser, et surtout qu'un jour, plus personne ne voudra nous financer. C'est la spirale de la faillite, et elle est déjà enclenchée. Et le plus fou, c'est qu'au lieu d'affronter les vrais problèmes, nos dirigeants s'occupent de détails absurdes. Un exemple, un arrêté de 42 pages a été publié juste pour définir la taille, la couleur ou même les vis d'un panneau d'un hôtel. Imagine la scène, le pays est en train de couler, et dans un bureau entièrement climatisé, des fonctionnaires débattent pendant des heures pour savoir si les vis, elles doivent être argentées ou dorées. Est-ce que tu comprends, et excuse-moi du propos, que ça part en couille? Pendant que le navire est en train de couler, il part de la longueur des clous. Voilà pourquoi la France s'enfonce. Au lieu de libérer ceux qui créent de la richesse, on les étouffe avec des normes, des règlements, des paperasses. Et pendant ce temps, les pays qui respirent attirent les investisseurs, alors que nous, on les fait fuir. Le vrai piège de la France, ce n'est pas seulement la dette, mais c'est la bureaucratie qui nous immobilise. Comme je t'ai dit, c'est comme un bateau qui prend l'eau. Non seulement on a un trou dans la coque, mais en plus, au lieu de laisser les passagers écoper avec un seau, on leur a attaché les mains dans le dos. Résultat, le bateau coule plus vite et personne ne peut rien faire. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie des rares personnes qui veulent encore comprendre ce qui est en train d'arriver. Car sache-le, la plupart des gens, ils décrochent avant. Mais toi, tu continues. Alors fais un truc maintenant. Abonne-toi. Parce que ce que je partage ici, tu n'entendras jamais dans les JT de 20h. Et crois-moi, les prochaines vidéos vont être encore plus explosives. Chapitre 3. Leçon du monde. Comment d'autres ont survécu. Tu crois que la France est condamnée? Alors regarde ailleurs. 3 pays, 3 moments critiques. 3 réformes radicales qui leur ont permis de survivre. Et ça, personne ne t'en parle. Singapour. Soigner en responsabilisant. Imagine, tu reçois une enveloppe de 5 000 euros pour ta santé. Si tu dépenses 2 000 euros dans l'année, le reste est gardé pour les cas graves. Et une partie vient même dans ta poche. Résultat, chaque citoyen fait attention. Pas de gaspillage, pas d'IRM juste pour vérifier, et pas de boîte qui surfacture sans réfléchir. C'est ça, le modèle Singapour. La santé devient responsable. Là-bas, tu n'as pas un système qui t'infantilise. Tu as un système qui t'oblige à réfléchir et récompense ceux qui font attention. Années 90. La Suède en faillite. 120% de dette par rapport au PIB. Tout le monde dit, c'est fini. Alors il pose 3 questions simples au peuple. Voulez-vous que les enfants soient bien éduqués? Évidemment. Voulez-vous que les impôts financent l'éducation? Oui. Voulez-vous que cette éducation soit assurée uniquement par des fonctionnaires? Bah non. Et là, révolution. Chaque parent reçoit un chèque éducation. Avec ce chèque, il choisit l'école de son enfant. Et donc les bonnes écoles prospèrent, et les mauvaises, forcément, ils ferment. Imagine ça en France. Tu prends ton enfant par la main et tu choisis la meilleure école avec ton chèque. Pas de piston, pas de passe-droit, juste la liberté de choisir. Suisse, le pouvoir au peuple. Regarde, pas de pétrole, pas de colonies, pas de mer. Et pourtant,
l'un des pays les plus riches du monde. Leur secret? La décentralisation. Chacun décide pour lui-même. Et surtout, les citoyens votent directement sur les lois. Résultat, moins d'impôts, des services plus efficaces, et tu ne connais même pas le nom de leurs politiciens. Parce que là-bas, le pouvoir n'est pas concentré dans une pyramide bureaucratique. Il est partagé, disséminé. Ce n'est pas une poignée de dirigeants déconnectés qui décident de tout. Et donc, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Singapour a montré qu'on peut soigner sans gaspiller. La Suède a prouvé qu'on peut sauver l'école sans l'étouffer. Et la Suisse a prouvé qu'on peut prospérer sans dirigeants stars. 3 pays, 3 modèles. Et une vérité simple. Quand tu fais confiance aux citoyens, le pays s'en sort. Chapitre 4. Ce qu'on doit changer en France. Première réforme, couper la bureaucratie qui étouffe. Alors maintenant, la vraie question. Si l'Argentine a réussi à fermer ses robinets, si la Suède, Singapour et la Suisse ont trouvé un antidote, qu'est-ce qu'on doit changer chez nous? Imagine Twitter en 2022. Elon Musk rachète la boîte. Tout le monde hurle quand il vire 80% des employés. On prédit donc la fin du réseau. Résultat, Twitter fonctionne encore, voire même mieux qu'avant. La France, c'est pareil. On garde les profs, les policiers, les médecins, et on coupe les couches au-dessus. Les bureaux, les comités, les doublons. Le problème, c'est pas un manque de bras, c'est un excès de chefs. Aujourd'hui, en France, tu as l'illusion que tout est gratuit. Santé, retraite, éducation. Mais au final, tu payes toujours. Par les impôts, la dette ou encore l'inflation. Imagine juste si on faisait comme Singapour pour la santé. Tu reçois une enveloppe et tu décides de comment l'utiliser. Si tu prends soin de toi, tu dépenses moins et tu gardes une partie. Résultat, plus de gaspillage et plus de fraude. Et surtout, chacun devient acteur de son avenir. La liberté ne coûte pas plus cher. Elle évite juste que ton argent parte en fumée. Troisième réforme, sortir les fonctionnaires de la politique. Aujourd'hui en France, la majorité des députés viennent de l'État. Donc logiquement, ils vont voter des lois pour protéger l'État. Et pas des lois pour protéger les Français. Imagine une règle simple. Si tu veux être fonctionnaire et que tu dois être dans la politique, tu dois démissionner. C'est déjà le cas en Angleterre ou en Suisse. Et on l'a bien vu en Suisse, le pays prospère. Donc si on fait ça en France, ça change tout. Quatrième réforme, libérer les entrepreneurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, imagine un boulanger. Il veut agrandir son four pour embaucher un apprenti, mais il doit remplir 40 pages de formulaire. Et surtout, attendre 6 mois pour une autorisation. Bah logiquement, à la fin, il a plus envie, il abandonne. C'est ça la France aujourd'hui. Des gens qui veulent créer, mais ils se noient dans la paperasse. Donc si on allège les normes, on baisse les pressions fiscales, et bah les entrepreneurs, ils respirent, et tout le pays respire avec eux. Chapitre 5. La lueur d'espoir. Alors oui, je vous l'accorde, la France est au bord du gouffre. Oui, nos dirigeants collent des pansements sur des jambes de bois. Mais sache que tout n'est pas perdu. Parce que si d'autres pays s'en sont sortis, nous aussi on peut le faire. L'Argentine, il y a 1 an encore, tout le monde disait que c'était fini, que le pays il va partir en chute libre. Et bah aujourd'hui, la pauvreté elle recule et la croissance elle revient. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que même dans un chaos total, le pays il peut se relever. Regarde la Suède dans les années 90. La dette était à 120% du PIB. On parlait d'effondrement. Aujourd'hui, la Suède est un exemple d'éducation et de stabilité. Donc ce qu'on peut en retenir pour la France, c'est qu'une réforme courageuse peut transformer un système entier en seulement 10 ans. La Suisse, pas de pétrole, pas de colonisation. Et pourtant, l'un des pays les plus riches du monde. Parce qu'ils ont vraiment mis le pouvoir dans les mains des citoyens. Et donc ce qu'on peut en retenir pour la France, c'est que la France ne dépend pas forcément des ressources naturelles, mais elle dépend surtout des choix politiques. Alors non, la France n'est pas condamnée. Mais il y a une vérité qu'on ne t'avoue jamais. Les réformes qui sauvent un pays ne tombent jamais d'en haut. Elles partent toujours de la base. De ceux qui voient clair, de ceux qui refusent de subir. Imagine un feu de forêt. Tu regardes les flammes, tu te dis, c'est foutu. Mais parfois, il suffit de quelques personnes au bon endroit, avec les bons outils, pour inverser la tendance. Et derrière l'incendie, la forêt renaît plus fort. Eh bien, c'est pareil pour la France. Oui, on est au bord du précipice, mais tant qu'il y a des gens qui le comprennent, tant qu'il y a des gens qui refusent d'accepter l'inacceptable, il y aura alors une lueur d'espoir. Un pays n'est jamais condamné par ses chiffres. Il est condamné seulement quand son peuple renonce à agir. Et puis il y a nous. Certes, on n'est pas responsable de leur gaspillage, de leur festin ou même de leur avantage, mais on est responsable de ce qu'on choisit de faire maintenant. Imagine ça. Chaque euro que tu gagnes est déjà promis à quelqu'un d'autre. Chaque heure que tu travailles sert à rembourser une dette que tu n'as jamais choisie. Et pendant ce temps, ceux qui ont créé ce chaos vivent comme si de rien n'était. Alors tu as 2 options devant toi. Soit tu continues à subir, soit tu comprends, tu ouvres les yeux et tu commences à te libérer. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner. Pas pour gonfler un compteur, mais parce que tu vas retrouver ici ce que tu n'entendras jamais dans les JT de 20h. Tu peux aussi rejoindre ma newsletter privée. Elle est gratuite pour le moment, mais ne le sera pas éternellement. Parce que tu vas y découvrir des solutions concrètes pour t'armer face à ce système. La clé est devant toi, tu peux l'ignorer ou la prendre.